Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Torréon Radio. Nous reviendrons sur les derniers événements qui ont fait bouger l'Union Européenne tout comme ses États membres. Au programme, du côté de l'activité de l'UE, nous parlerons des dernières innovations citoyennes et scientifiques de l'Union, à savoir le corps de solidarité européen, mais également notre tout nouveau satellite Galileo. Toujours du côté de l'Union, c'est l'activité européenne des gardes-frontières à laquelle nous nous intéresserons dans la crise migratoire actuelle. Et puis enfin, un petit zoom historique et culturel en revenant sur les origines de notre parquet et procureur européen. Du côté littérature, il conviendra de rappeler les 70 ans d'un livre universel, ceux du Petit Prince. La revue de presse de l'Union et de ses États membres, Marie Trella. Mais tout d'abord, quelques mots pour revenir sur l'événement tragique de ce lundi 19 décembre à Berlin. Un camion fonçant sur la foule présente sur un marché de Noël, massé devant l'église du Souvenir à l'ouest du centre-ville de la capitale allemande. Un symbole pour l'Allemagne. Ce sont plusieurs morts que l'on peut recenser et plusieurs dizaines de blessés. Berlin est meurtri par cet acte terrible. L'Europe partage son émotion, son soutien, sa solidarité. Ils l'ont fait. Le corps de solidarité européen a été lancé ce 7 décembre 2016 dernier par les membres de la Commission européenne, comme l'avait d'ailleurs annoncé 2 mois auparavant le président Jean-Claude Juncker. Il s'agit, enfin nous pouvons le dire, de la première concrétisation des priorités d'action définies par la feuille de route de Bratislava. Et oui, quand l'Union avance, il faut le dire. Jeunesse, solidarité, mobilité, intégration et solidarité, voilà les mots-clés évoqués par notre correspondant sur place, Robin Alves. Le corps européen de solidarité, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est un nouveau dispositif pour donner la possibilité aux jeunes de contribuer utilement à la société et montrer leur solidarité. Il existe déjà des dispositifs de mobilité comme Erasmus+, dans lequel s'inscrit le service volontaire européen SVE. Mais le corps européen de solidarité va plus loin qu'un simple volontariat, puisqu'il touche également des travailleurs salariés, des stagiaires, des apprentis. Ces personnes toucheront un salaire dans l'État membre où ils exerceront leur mission. Si la personne postule en tant que volontaire, comme dans le service volontaire européen, ses dépenses de base liées à sa participation seront couvertes. Les missions dureront 2 mois et 1 an, et dans le cas d'un placement professionnel, au minimum 4 mois, touchant des personnes âgées de 18 à 30 ans, ce qui peut être un tremplin pour le début de leur carrière et avoir des compétences qui seront appréciables pour leur employabilité. Les missions ont été imaginées pour répondre aux besoins des communautés vulnérables et aux structures nationales et locales dans de nombreux domaines. Nous pouvons citer la fourniture de nourriture, l'entretien des forêts. Une plateforme a été mise en ligne sur Internet où on peut s'inscrire et la suite est à venir. C'était Robin Alves. Et maintenant un petit détour du côté des conclusions du Conseil européen du 15 décembre dernier. Des sujets phares et sensibles étaient à l'ordre du jour. Migration, sécurité, défense, questions économiques et sociales, relations extérieures et bien sûr la sortie du Royaume-Uni. Bref, rien de tel pour occuper nos chers chefs d'État européens. Le Conseil s'est ainsi félicité des progrès réalisés au titre du nouveau cadre de partenariat avec 5 pays africains prioritaires, à savoir l'Éthiopie, le Mali, le Nigeria et le Sénégal. Du côté des relations extérieures, c'est l'Ukraine qui a été évoquée, conduisant à la levée de l'obligation de visa pour ce même pays, mais aussi pour la Géorgie. Et puis, c'est lors d'une réunion informelle tenue à l'issue de ce conseil que nos dirigeants ont évoqué la façon dont le processus de sortie du Royaume-Uni sera mis en œuvre. Mais pour l'instant, comme nous le savons tous, point de suspension. Tournons-nous désormais vers les frontières de l'Union européenne. Enfin, nous pouvons parler, oui, enfin, de l'existence de gardes-frontières européens. Sa mise en place le 6 octobre dernier représente une avancée historique dans la gestion commune des frontières. Nos précisions de notre correspondante, Pauline Tressac. Avec la crise des migrants, les États de l'UE ont réagi avec vigueur pour tenter de limiter les morts en Méditerranée et mettre fin à un trafic d'êtres humains ignoble. Le 26 octobre dernier, l'ONU rapportait des chiffres désolants. À cette date, on pouvait évaluer le nombre de morts en Méditerranée à 3800. Le chiffre de 2015 était de 3770 personnes à la fin de l'année. C'est devenu le premier passage depuis l'accord du printemps dernier entre l'UE et la Turquie. Cet accord ne peut être efficace qu'à court terme. C'est pour cette raison qu'une nouvelle agence a vu le jour en octobre dernier. L'agence Frontex, souvent décrite dans les médias pour son manque d'efficacité ou son manque d'humanisme, a laissé place à l'Agence européenne des gardes-frontières.
Cette agence devait en premier lieu être déployée à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. Cette frontière est en effet devenue l'un des passages les plus importants dans la crise migratoire actuelle suite à la fermeture de la route des Balkans. Les conditions d'accueil sont vivement critiquées dans ce pays, mais pas seulement. Contrairement à la Grèce par exemple, la direction de la police des frontières a été limogée en août dernier suite à des soupçons de corruption au sein de cette police. La nouvelle agence européenne a donc un triple objectif: sauver Schengen, en permettant de continuer de se déplacer dans cet espace sans passeport, restaurer une cohésion entre les États membres de l'UE et, tout simplement, contrôler les frontières extérieures de l'UE avec plus d'efficacité. Le mandat de cette agence est alors élargi par rapport à Frontex. Elle a notamment la possibilité de mener des opérations conjointes avec les États membres comme le renvoi des clandestins, l'évaluation des lacunes en la matière de certains pays ou des interventions dans des situations d'urgence. Il n'est aujourd'hui pas encore possible de dresser un bilan. Cependant, cette semaine, l'agence a montré sa détermination à être efficace et à faire respecter les droits de l'homme. En témoigne notamment l'accusation émise par l'agence à l'encontre des ONG qui travaillent en Méditerranée. Elle les accuse de collusion avec les passeurs et les contrebandiers. Les ONG démentent. Cette nouvelle polémique aura, on l'espère, au moins l'intérêt d'inciter les États à trouver une solution rapide pour mettre fin au trafic des migrants aux frontières européennes. C'était donc Pauline Tressac. Et puis, dernière nouveauté de l'Union, notre petit bijou Galileo est désormais opérationnel et utilisable. C'est la Commission européenne qui l'a annoncé officiellement en tant que concurrent du GPS américain, du GLONASS russe et du Beidou chinois. Aude Evrard-Debatte nous livre les pouvoirs de ce nouveau joyau scientifique. Difficile de ne pas en avoir entendu parler cette semaine, tant la presse internationale s'en est fait l'écho. Les services initiaux du système européen Galileo ont enfin été activés le 15 décembre, au terme d'un processus semé d'embûches long de presque 10 ans. Pour les ermites de l'actualité, Galileo, c'est un programme commun de l'Agence spatiale européenne et de l'Union européenne, lancé en 1998 pour concurrencer les GPS américains, russes et chinois et rendre l'Europe indépendante en termes de géolocalisation. Le projet a véritablement été lancé en 2008 et a débouché sur l'envoi en 2014 de 14 satellites dans l'espace, dont 3 ont malheureusement été perdus, retardant ainsi l'activation du système puisqu'il faut minimum 14 satellites pour qu'il puisse fonctionner. 14 nouveaux satellites ont donc été propulsés le 15 novembre dernier, ce qui a permis au système Galileo d'avoir enfin le nombre minimum pour pouvoir démarrer. Le journaliste Jean Quatremer ne manquera pas de souligner les europhobes qui ricanaient de l'échec de Galileo en sont une nouvelle fois pour leurs frais. Et il a raison, Galileo c'est un système de géolocalisation gratuit et ultra performant qui peut offrir une localisation précise au mètre près et qui peut aller au centimètre près pour la version payante. Mais oui, il faut bien vivre. Quand les concurrents russes, chinois ou américains n'offrent qu'une précision au décamètre. C'est également un service de datation au signal et une révolution pour les opérations de sauvetage en mer, puisqu'il sera désormais possible de repérer un signal de détresse en 10 minutes, alors qu'il faut actuellement au moins 3 heures, selon la porte-parole de la Commission Lisa Codé. La Commission et l'Agence spatiale européenne prévoient d'envoyer de nouveaux satellites pour enrichir le parc de Galileo d'ici 2020, afin d'améliorer encore plus ce système, pour en faire à terme le système de géolocalisation le plus performant au monde. Comment faire donc pour bénéficier des services de Galileo? Il faut une puce compatible naturellement, certains en sont déjà équipés, pour le reste il faudra attendre que les fabricants de puces GPS fabriquent celles qui seront compatibles avec Galileo et les intègrent aux smartphones, voitures et autres appareils GPS. C'est en tout cas un très beau succès pour l'Union européenne en termes politiques, commerciaux et technologiques. La Commission européenne estime que le PIB européen dépendra à raison de 30% de Galileo d'ici à 2030. Elle a donc eu raison d'investir autant d'énergie et d'argent, il va sans dire, dans le projet. C'est donc la preuve que quand les Européens s'unissent autour d'un projet commun, le succès est garanti, politique, industriel et commercial. Malgré les dysfonctionnements et retards qui sont monnaie courante dans les déploiements spatiaux, les Européens sont parvenus à créer une technologie ultra performante et qui concurrence sérieusement nos partenaires américains ou russes et qui surtout nous rendra indépendants vis-à-vis d'eux. Elżbieta Bieńkowska, commissaire européenne chargée du marché intérieur et de l'industrie, le dit elle-même. L'offre de services initiaux de Galileo est une avancée majeure pour l'Europe. Aucun pays européen n'aurait pu à lui seul réussir cet exploit. On n'aurait pas dit mieux. C'était Aude Evrard-Debatte de Strasbourg. Comme nous le sentons et voyons tous à travers l'Europe, Noël approche, et approche à grands pas. Guirlandes, sapins, lumière, carillons, Père Noël, bûches au chocolat et j'en passe. Cependant, n'oublions pas le calendrier de l'Avent, chose par ailleurs fort utilisée d'une manière peu conventionnelle cette année par un office européen pour le moins inattendu. Les explications de Jérémy Le Bourgeois. C'est le mois de décembre et comme chaque année, nous sommes des millions en Europe à chaque jour ouvrir une case de notre calendrier de l'Avent pour obtenir un chocolat. Trop classique? Qu'à cela ne tienne. Europol, l'équivalent européen de l'Office de police criminelle internationale Interpol, vous offre son propre calendrier de l'Avent. À chaque jour, son criminel. Chaque case contient en effet le profil d'un criminel recherché sur notre continent. Chaque jour son criminel, présenté dans une vidéo publiée en anglais et dans la langue du pays concerné, tout cela avec des références
à l'univers et à l'ambiance de Noël. Gadget, accessoire, outre le coup de com', l'opération s'avère plutôt efficace. Un homme de 37 ans recherché au Royaume-Uni a été retrouvé aux Pays-Bas grâce au signalement de quelques Néerlandais qui avaient vu la vidéo le concernant. Une Europe plus sûre, c'est le cadeau qu'essaie donc de vous offrir Europol pour ce Noël 2016. Jérémy Le Bourgeois, depuis Bruxelles, pour le Taurillon Radio. Et puis comme prévu et annoncé, c'est une analyse historique et culturelle de nos acquis européens qui nous amène à parler de l'idée de parquet européen aujourd'hui. FBI, ce sigle, amène à lui seul tout un imaginaire, nous le savons, celui de deux policiers qui brandissent leurs cartes et annoncent aux braves Texas Rangers qu'ils sont dessaisis d'une affaire qui les dépasse. Un poncif des films noirs, une réalité quotidienne outre-Atlantique et surtout un principe de logique indéniable qui veut que la délinquance transfrontalière soit gérée par une police et une justice transfrontalière. Une logique qui semble pourtant échapper à notre vieux continent. Aurélien Bouillet. La destinée du parquet et du procureur européen est l'exemple parfait d'un mécanisme devenu indispensable du fait de la construction européenne, annoncé, puis revu à la baisse, encore et encore, jusqu'à un quasi-abandon. En 2009, à l'occasion du traité de Lisbonne, l'Union européenne se souvient que proclamer la liberté de circulation des personnes et des biens signifie aussi augmenter considérablement les risques de délinquance transfrontalière. Il est alors décidé d'intégrer dans les traités un article 86 TFUE qui prévoit la création d'un parquet européen. Dès le départ, les négociations limitent le rôle d'un tel parquet aux seuls intérêts financiers de l'Union. Il est certain que la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue ou encore celui d'êtres humains n'a aucun intérêt à être envisagé à l'échelle européenne. Les négociations ne font que débuter, et les États se drapent dans leur souveraineté pour freiner autant que possible le projet. Il faut attendre 2013 pour un premier projet de règlement. Mais, de nouveau, les États renégocient. Finalement, le procureur européen ne sera pas indépendant des États membres, mais il sera assisté de représentants du parquet de chaque pays qui auront leur mot à dire pour les investigations les concernant. Une fois la décision d'enquête prise, ce seront des procureurs de liaison qui se chargeront seuls de diriger l'enquête et de renvoyer devant les juridictions nationales. Finalement, on s'approche d'une sorte de lanceur d'alerte européen un peu plus contraignant. Un rôle qu'on pourrait candidement penser assuré par l'Office européen de lutte antifraude. Pire, il n'était pas évident que la fraude à la TVA transfrontalière, la fraude pourtant la plus massive, soit inclus dans la compétence du parquet européen. Dernière négociation en date, l'absence de consensus pousse à l'utilisation d'une procédure de coopération renforcée, qui n'englobera donc pas tous les États membres. Alors qu'aux États-Unis, toute affaire qui porte atteinte aux intérêts de la fédération, ou plus simplement comporte une composante transfrontalière, est instantanément prise en charge par une police et une justice fédérale, en Europe, on peine à créer un parquet spécialisé dans les seules infractions économiques transnationales. À l'heure de la criminalité organisée mondialisée, il est pourtant évident que la souveraineté des États-nations est toute relative en la matière, et les dramatiques échecs en matière de lutte contre le terrorisme devraient servir de signal d'alarme. Aurélien pour le Taurillon. C'était donc les explications d'Aurélien Bouillet. Et puis, mêlant l'histoire et la culture, les symboles et la tradition, le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry a fêté dernièrement ses 70 ans. De quoi donc revenir quelques instants sur des paroles et des citations qui nous parlent à tous, les propos de Rémi Laurent. Le Petit Prince a 70 ans. Cette semaine, un hommage était rendu au célèbre conte écrit par Antoine de Saint-Exupéry au Panthéon. Écrit durant son exil aux États-Unis et publié aux États-Unis en 1943 et en France en 1946, l'œuvre de l'aviateur disparu est à ce jour traduite en 270 langues et dialectes, Harry Potter n'étant traduit qu'en 80 langues environ, et s'est vendu à près de 145 millions d'exemplaires, dont 12 millions en France. Conte initiatique, Le Petit Prince permet avec des mots simples d'aborder des sujets complexes comme l'amour, la solitude ou l'absurdité du monde. Considéré par le rédacteur en chef du mensuel The Atlantic comme la meilleure réponse à Mein Kampf, Le Petit Prince nous invite avant tout à regarder le monde avec un autre regard. C'était Rémi Laurent pour le Taurillon Radio. Enfin, pour terminer cette édition, clôturons-la avec notre bon point culture qui nous mènera aujourd'hui entre le Danemark et la Suède pour une enquête policière européenne des plus originales, à consommer sans modération. Les explications de Jérémy Le Bourgeois. Se représenter le pont de l'Øresund, c'est imaginer le lien en béton qui unit le royaume du Danemark au royaume de Suède, de Copenhague à Malmö, ville à l'extrême sud de la Suède. Imaginez donc ce pont et imaginez qu'une série de crimes ait lieu, à commencer par la découverte du corps d'une femme, selon toute évidence, assassinée et découpée à la taille. Qui s'occuperait de l'enquête? C'est exactement le scénario de la série télé suédo-danoise Bron, où la police danoise et la police suédoise doivent former une équipe binationale pour résoudre ces mystérieux meurtres commis sur les 7 km de pont
qui les relie. Si l'évocation d'Europol t'a donné envie d'une série policière, celle-ci est faite pour toi. Assure-toi de bien regarder la version originale, te dirigeant vers le lien en description de cette vidéo. C'est donc la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver toute l'information du Taurillon Radio sur sa page Facebook, mais également ceux relative à notre association des jeunes européens France, sur Facebook également, ou à l'adresse www.jeunes-européens.org. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année.